Donc, nous sommes à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Aude Maté m'a demandé en fait de montrer en fait mon travail sur les salles de cinéma dans le monde. Et évidemment, là, on est dans un format particulier. Alors, j'ai proposé aussi à Francis Lacloche, que je présenterai comme étant historien et féru d'architecture, qui est là. Donc, bonjour Francis. Bonjour Stéphane. Voilà, de converser un peu autour de ce travail. Alors, Francis et moi, on n'était pas trop d'accord sur comment présenter mon travail. Lui aurait préféré les organiser par thématique et moi, j'ai décidé de les présenter un peu de façon chronologique et puis pour montrer un peu les ruptures de ma démarche de photographe au niveau de mon travail photographique. Donc, voilà, c'est quand même un travail que j'ai commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc il y a une première séquence que j'appelle Cinéma Paradiso, qui commence en fait en 2003 et qui commence à Ouagadougou, où j'habite à côté d'une salle de cinéma plein air, comme ça, qui ont été construits par Thomas Sankara dans les quartiers périphériques de Ouaga. Et c'est des salles plein air et que je photographie comme ça. Alors j'emploie à l'époque un moyen format, un Mamiya 6-7, et je vais vers ces salles de cinéma. Et en fait, je m'attache d'abord aux hommes et d'abord un peu à l'ambiance en fait dans ces salles de cinéma. J'applique un peu les codes du photojournalisme, de la primauté de l'instant, et je vais vers les hommes. Et il y a aussi une autre image qui m'habite beaucoup, une image première, je pense, c'est le film de Cinéma Paradiso. Donc c'est pour ça que j'ai emprunté ce titre-là. Et donc, évidemment, j'essaye de capter des instants, de capter tout ça. Et là, on est à l'entrée du cinéma Oubry, qui est la salle principale qui a été démolie aujourd'hui à Ouagadougou. Et on avance comme ça. Et pour moi, cette image-là, c'est une image qui a été énormément utilisée en presse et qui est vraiment, pour moi, la quintessence un peu de l'image Paradiso. C'est deux enfants qui resquillent en voyant le film dont le son s'échappe puisqu'il n'y a pas de toit et donc le son s'échappe. Donc je continue et un peu avec tous ces codes-là, je continue à photographier. Je vais à Cuba aussi. Là, c'est la plus vieille salle de cinéma de La Havane qui s'appelle les Actualidades. C'est le projectionniste, comme il n'a pas le retour son, il passe la tête dans un trou pour savoir si le son passe bien, si le son du film passe bien. Et évidemment, cette image a eu aussi beaucoup de succès parce que si moi j'ai été influencé par Cinéma Paradiso, les utilisateurs en presse ou ailleurs l'ont été aussi. Et je continue et donc je voyage un peu partout dans différents pays, dans 5-6 pays, avec ces codes un peu de photojournalisme et cette ancienne image de Cinéma Paradiso. Mais en fait, assez rapidement, en fait, j'arrive à une sorte de limite et je me rends compte en fait que la salle, il s'agit quand même de lui rendre hommage et je me pose beaucoup de questions à savoir comment sortir de l'instant et comment rendre hommage en fait plus profondément à cette salle de cinéma. Et il y a un moment où j'entends à Londres, il y a des salles qui se sont transformées en bingo et je trouve ça intéressant de deux univers qui s'entrechoquent en fait dans un même espace. La salle de cinéma est encore là, mais elle est utilisée pour autre chose. Donc là, tout est remplacé, les sièges du bas sont sortis, on a installé des tables de jeu et je me mets en fait j'achète une chambre photographique pour rendre plus hommage à la salle. Évidemment, photographier à la chambre, c'est pas comme photographier au moyen format. Je suis plus soumis à l'instant, je suis plus dans des photos, on va dire, plus contemplatives et de façon tout à fait empirique. Là, c'est mes premières photos à la chambre. Je les fais en fait dans ces salles-là, transformées en bingo. Ensuite, une fois que je réfléchis un peu à ce travail, je me rends compte que de façon empirique, j'adopte les codes de la photographie documentaire. Et évidemment, toutes ces photos sont faites pour être montrées vraiment en très large et que le spectateur se plonge dedans comme sur la surface plane d'une photographie exposée. C'est comme s'il se plongeait sur l'écran et qu'il puisse après se projeter dedans et développer son propre imaginaire.
c'est vraiment un moment un peu fondateur pour moi, cette histoire d'achat de la chambre et de mettre en place ce protocole de code de photographie documentaire. Alors, il n'y a pas que les bingos, mais il y a aussi des salles qui se sont transformées en églises évangéliques. Et puis, pris un peu par cette nouvelle, l'achat de la chambre, l'achat, en fait, enfin, le fait de mettre en pratique ces codes de la photographie documentaire, en fait, me redonne une ambition, celle de photographier toutes les salles de cinéma dans le monde. Et évidemment, je vais tout de suite, l'une des premières destinations est celle d'aller en Californie. Évidemment, la Californie, c'est Hollywood, et donc je photographie, je trimballe ma chambre comme ça, un peu dans tout l'État de la Californie. Évidemment, là, c'est que des extraits, nous sommes un peu tenus par le temps, mais voilà, j'ai accumulé en fait énormément d'images là-dessus, et je crois que la force de ce travail-là réside aussi dans la collection et dans l'accumulation, dans l'inventaire. Et vraiment, ce qui fait partie d'ailleurs d'une ligne des caractéristiques de la photographie documentaire, c'est de travailler en série et pour essayer que le spectateur y voit les différences. Et évidemment, je vais en Inde, qui est aussi un autre grand pays du cinéma, pour aller photographier un peu là-bas aussi les salles. Ce qui est quand même chouette en Inde, c'est que le public est encore là. Souvent, dans les pays occidentaux, dans ces grands temples de salles de cinéma, le public y en a très peu. Et là, les salles étaient quand même pleines. Alors, je m'amuse à photographier le public juste avant la séance à la chambre. Et je m'attache aussi à des petites salles de banlieue. Ça, c'est une salle en banlieue de Delhi. Et évidemment, là, je tombe aussi sur des endroits qui sont complètement étonnants. Enfin, moi, c'est la seule salle que j'ai vue dans toutes celles que j'ai photographiées qui est verte. Je n'ai jamais vu d'autres salles vertes ailleurs de par le monde. C'est le Raj Mandir de Jaipur. Et puis, je continue un peu cette récolte. Je me rends en République tchèque pour aller photographier aussi des salles de cinéma. Après avoir eu cette ambition un peu folle de photographier les salles de cinéma dans le monde entier à la chambre, je me décide qu'il faut absolument que je trouve un nouveau sens. Et en 2010, en fait, je me rends en Égypte et la première salle que je photographie, c'est le cinéma d'été d'Alexandrie. Une fois que j'ai cette image développée, en fait, à Paris, je me dis, en fait, voilà, je retrouve le plaisir de photographier une salle plein air, et puis je retrouve aussi, et puis je me rends compte qu'en fait, je suis dans un patrimoine aussi qui est un peu en sursis, et qu'il s'agit de cristalliser par la photographie ce patrimoine. Et donc, je me rends d'abord en Égypte. Donc là, je photographie les salles égyptiennes, en fait, notamment celles d'Alexandrie et du Caire, qui sont les deux villes principales. Et je balade ma chambre, en fait, dans cet univers-là. C'était la première étape, en fait, de Ciné Méditerranée. Pourquoi Ciné Méditerranée? C'est parce que je trouve ça intéressant, parce que c'est de l'autre côté de la rive qu'il y a évidemment les frères Lumière qui ont inventé, enfin l'un des inventeurs du spectacle cinématographique, mais surtout ici, ils ont fondé la doyenne des salles de cinéma, qui est l'Éden de la Ciotat. Et en fait, aller de l'autre côté, c'était de voir aussi comment le cinéma avait traversé très rapidement les mers et s'était installé aussi de l'autre côté de la rive, sur la rive sud de la Méditerranée. Donc je commence en Égypte, et il y a quelque chose aussi dans ces pays-là qui me fait très plaisir, c'est qu'on n'est pas dans les... il y a énormément de salles de cinéma plein air, et on n'est pas du tout dans les drive-in comme aux États-Unis. Après, je me rends au Maroc, donc là, je me rends dans 6 villes marocaines, et je continue à photographier un peu, et je m'attache de plus en plus aux façades, à mettre la salle de cinéma un peu dans son environnement urbain. Là, on est dans une salle à Tanger, et c'était la rue des cinémas. Donc là, il y a le cinéma Goya, mais derrière, il y a le cinéma Roxy. Et je m'intéresse beaucoup à ça. Après, il y a d'autres images que je trouve vraiment très intéressantes. C'est aussi cette image-là où finalement, il ne reste plus grand-chose de la salle de cinéma. Il n'y a que l'écran qui est là. Et il y a quelque chose, en fait...
voilà, je veux, avec mon appareil photographique, conserver quelque part ces traces-là. Là, je me rends après au Liban, photographier. Là, on est dans une salle, le Byblos, qui se trouve à Rayak, qui est aujourd'hui totalement fermé. Ici, c'est le hall de l'entrée du Colorado. Alors, tout est resté en place à l'intérieur. Et il y a un côté il suffirait presque de rallumer les lumières pour que tout redémarre. Évidemment, ça ne se passe jamais comme ça, mais en tout cas, tout est resté en place, même les projecteurs. Et ce que j'aime, en fait, dans ce travail-là, c'est que chaque fois que quelqu'un, ou même moi, je vois ces photos de salle, en fait, c'est comme si des fantômes, si une mémoire revit, en fait, avec cette surface plane de la photographie. Et je crois que c'est un peu là le pouvoir de la photographie, c'est celle de faire revivre des souvenirs. Là, on est en Tunisie. C'est évidemment en Tunisie... les salles de cinéma de centre-ville de Tunis sont restées ouvertes, notamment grâce aux Journées cinématographiques de Carthage, qui est un festival de cinéma qui se passe dans les salles de cinéma. Là, c'est une petite salle qui vient de réouvrir. C'est deux passionnés qui se sont mis en tête d'ouvrir une nouvelle salle de cinéma. Et dans tous ces pays-là, je reçois énormément de soutien. Les gens ont de plus en plus conscience de la valeur de ce patrimoine. Donc il y a énormément de gens en fait, qui me poussent vraiment. Il y a une énergie en fait, par rapport à ces vieux bâtiments qui sont maintenant fermés et qui est vraiment très appréciable. Et là, je termine par la dernière étape qui est l'Algérie. Et donc ça, c'est en 2019. Et là, c'était absolument formidable. Il y avait à peu près plus de 400 salles de cinéma qui marchaient à fond pendant l'indépendance. Mais de plus en plus dans ces pays-là, il y a aussi une volonté de préserver ce patrimoine. Je termine un peu par cette image qui est un peu, c'est l'entrée du Century à Oran, qui pour moi regroupe à la fois voilà, l'état des salles de cinéma actuellement en Algérie, mais aussi la présence de toute l'imagerie, là par exemple d'un péplum qui est là. Et voilà, j'ai terminé ma petite présentation. Ce que je voulais juste dire encore, c'est que toute ce parcours un peu géographique sur la rive sud de la Méditerranée, en fait, là, en septembre prochain, je vais présenter, alors pas aussi bien classifié par pays, mais de mélanger tout, en fait, que toutes les salles que j'ai photographiées sur la Méditerranée soient présentées juste à côté de l'Éden. Et pour moi, il y a une sorte de sens un peu là-dedans. Et mon ambition maintenant, ce serait d'arriver à faire le même, de continuer ce projet-là, en fait, mais sur la rive nord de la Méditerranée. On repasse l'ensemble et puis tu m'arrêtes en fait sur quelques images oui. Sur lesquelles tu voudrais... oui, il y en a pas mal sur lesquels je peux faire des commentaires. Ouais. Alors ça c'est important parce que ça n'est plus de l'architecture, c'est le vécu des salles. Et c'est une situation très émouvante parce qu'au fond, il est derrière la caisse, là. Hein, c'est une caisse. C'est un guichetier, ouais. En Asie, par exemple, il y a des scènes comme ça d'émeutes, carrément, qui font que les caisses sont quasiment protégées parce que les spectateurs veulent absolument être à la première séance quand ils ont une star sur l'écran. Et la caisse devient un endroit presque dangereux, tellement le personnel, le public est fanatique. Là, on est dans un calme absolu, mais c'est un peu les origines du cinéma que de mettre cet homme-là à l'entrée d'un lieu de spectacle qui pourrait être un théâtre ou un musical ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Je lui ai demandé, là, parce qu'évidemment, là, il y avait très, très peu de lumière. Là, je me souviens, à l'époque, j'étais encore au moyen format, j'étais sur pied, et je lui ai demandé de tenir la pose pendant 20 secondes. Bon, pareil, il y a ce flou qui fait que voilà, c'est une photo qui est du cinéma elle-même, d'une certaine manière, ce mouvement. Et en fait, là, autant la première était pour les gens où en fait ils payaient plus cher. Et là, c'était par terre, on n'était pas protégé, donc là, c'était beaucoup moins cher. C'était plus populaire comme entrée que la première. Alors ça, c'est une image évidemment emblématique. Moi, je l'aurais mis à la fin parce que c'est un adieu, quoi, en quelque sorte,
à une certaine forme de cinéma, le côté clandestin, puis ces deux enfants sont des personnages de film, quoi. C'est évident, en plus avec son maillot rayé. C'est là où les salles de cinéma sont des endroits qui ont perpétué depuis 1895, ou en tout cas depuis le début du XXe siècle, le même protocole. D'abord parce que dans le monde, il y a des salles de cinéma aujourd'hui qui passent des films à exclusivité, mais qui sont dans l'état de celles qu'on vient de voir, qui sont des cinémas très, très modestes. Il y en a même en France, d'ailleurs, qui sont des petites salles de quartier. Et donc, quelque part, il y a ce geste comme ça d'enfants qui essayent de grappiller des images, ça existe encore aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de protocoles, de spectacles ou de traditions qui se maintiennent de cette façon-là, malgré la puissance de l'industrie du cinéma, Netflix aujourd'hui, la télévision et tutti quanti, Internet. Et malgré tout, tout ça se maintient. Donc c'est essentiel de le photographier. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens dans le monde ne font pas des photos de cette qualité-là, mais font des photos, malgré tout, de ce qu'ils vivent au quotidien, dans des villes perdues, ou même dans des petits patelins français. C'est pas forcément... il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour voir cette image-là. Je vais dire un mot à ce propos. Pourquoi je suis là? C'est parce que je me suis intéressé aux salles de cinéma dans les années 70 et 80, parce que mon copain d'enfance, Frédéric Mitterrand, a ouvert l'Olympique dans les années 70 dans le 14e, et on l'a fait ensemble. Et donc je m'intéressais à ce moment-là à ce lieu. J'ai refait l'architecture de l'entrepôt dans le 14e. Et un jour, il y a un homme que je cite aujourd'hui parce que les gens de l'architecture le connaissent bien. Il s'appelle Gilles de Bure. C'était un homme merveilleux. Et il m'a dit, en voyant l'endroit, il m'a dit, mais tu sais, dans Paris, il existe des salles de cinéma. Il y a le Luxor, il y a des endroits incroyables. Et donc moi, je débarquais complètement. J'ai pris mon scooter et je suis allé me balader pour voir ce qu'étaient ces cinémas. Et j'ai découvert ça. J'ai découvert au Luxor et dans d'autres, l'Eldorado, enfin le Gaumont Palace n'existait plus, mais j'ai trouvé des archives. Et puis il y avait le Rex. Et donc petit à petit, j'ai fait ça et j'ai fait un livre. Et puis j'ai arrêté de m'intéresser au sujet parce que je considérais que le livre sur l'architecture du cinéma, c'était le passé. Et il y avait les Anglais et les Allemands qui avaient fait plein de livres avant. Et puis voilà, en fait, la passion est revenue. J'ai rencontré Stéphane il y a quelques années et je me suis aperçu que voilà, l'intérêt pour ça était devenu planétaire. Et alors qu'avant, c'était une bande d'olibrius. Voilà, donc d'où ma présence ici. Moi, j'aimerais beaucoup que tu parles un peu du recyclage en fait, des salles de cinéma. Voilà. Alors, on est en plein dedans avec les bingos. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les bingos qui ont sauvé les cinémas, parce que tous ces cinémas anglais, qui étaient en général des odéons, qui étaient magnifiques, qui avaient été conçus dans les années 30 à partir d'un programme... C'est un des rares, avec les cinéaques en France, qui faisait l'objet d'un programme architectural dans lequel plusieurs dizaines, voire centaines de salles étaient faites par le même cabinet d'architecture. On est dans la cité de l'architecture, il faut qu'on évoque ça. Et donc, il y avait une pensée sur un cahier des charges de 50 pages ou de 200 pages pour expliquer aux architectes qui étaient associés et qui construisaient les salles dans toutes les villes anglaises, de manière à ce qu'ils respectent les règles du jeu de la façade et de l'intérieur des salles. Et donc, c'est évidemment un déferlement de décorations diverses, dont évidemment beaucoup proches de l'art déco, qui ont été préservées, parce que les Anglais ont le sens de la préservation que d'autres n'ont pas. Et quand les cinémas ont commencé à perdre la télévision, à les remplacer, bon, le processus qu'on connaît, c'est le bingo qui a sauvé les cinémas, parce qu'évidemment, les propriétaires de bingo et les propriétaires de restaurants, il y a des restaurants en Angleterre qui ont été installés dans des cinémas, ont évidemment remis en état le décor originel de la salle et se sont contentés, à la place des fauteuils, de mettre les pupitres de bingo. C'était certaines salles, comme cette salle, par exemple, gothique, elle était juste immense. Alors, celle-là, c'était une salle magnifique, très connue en Angleterre, comme je perds la mémoire, j'ai oublié son nom, mais elle est dans mon bouquin, d'ailleurs. Et donc, cette préservation est formidable. Le problème, aujourd'hui, c'est que Internet, encore Internet, a évidemment rendu le bingo accessible depuis chez soi. Donc je ne suis pas sûr que l'avenir de ces salles soit garanti parce que les gens vont aller de moins en moins physiquement, surtout en ce moment, à cause de la pandémie, dans des lieux publics et rester chez eux pour jouer au bingo. Comme ce sont des gens âgés, on peut espérer qu'ils vont maintenir cette tradition, mais je ne suis pas sûr que ce soit... C'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Alors, il y a en Angleterre une association, il y en a dans beaucoup de pays, aux États-Unis et en Angleterre, il y a une association
extrêmement active, qui sait tout sur toutes les salles et tout, qui suit tout ça de très près, ce qui veut dire qu'il y a la source d'une exposition phénoménale à faire sur ce sujet. Alors voilà, on voit donc cette... Non, mais c'était, moi, quand j'ai vu ça, en fait, ces deux espaces, enfin, ces deux histoires, en fait, qui s'entrechoquent, c'était quand même quelque chose de formidable. Alors, ce qui était très impressionnant quand même dans les bingos, c'est que, parce que, évidemment, dans ces grandes salles, il y avait toujours un balcon. Oui, mais le balcon n'était jamais occupé. Non, on y retrouvait les anciens sièges des salles de cinéma. La pente, on ne peut pas mettre les tables. D'ailleurs, le bingo est venu après les églises évangéliques diverses et variées dans le monde, notamment aux États-Unis, ont sauvé, mais aussi en France, ont sauvé beaucoup de salles. Alors, ils ont parfois gardé d'ailleurs la même richesse de décoration. Cette salle-là, voilà, elle était juste gigantesque. Elle comptait plus de 3000 spectateurs. C'est des choses énormes, quoi. Et puis, évidemment, là on est sur... une église. Dans une église. Alors, c'est les églises évangéliques. C'est une église évangélique brésilienne qui a pris en... Et là, il y avait les Rolling Stones qui chantaient, Bob Dylan. Alors, cette salle-là, il faut ajouter une chose, c'est que c'est ce qu'on appelle une salle atmosphérique. Elle a été inventée aux États-Unis dans les années 20 par un architecte américain qui s'appelait Eberson, qui a créé ces décors, en quelque sorte, en général moyenâgeux, auxquels on ajoutait un plafond lumineux, enfin un plafond peint avec des étoiles, et qui donnait l'impression qu'on était à l'extérieur. Alors, il y a une salle en France célèbre, c'est le Rex, qui est une salle atmosphérique, qui a été faite d'ailleurs par un architecte français, mais avec la collaboration du fameux Eberson en question. Voilà. Alors, les États-Unis sont remplis de salles de ce type-là, qui ont souvent d'ailleurs été restaurées récemment. Ils sont devenus des théâtres municipaux, enfin locaux, disons. Mais ce qui était impressionnant dans cette église évangélique brésilienne, en fait... Au Brésil, moi j'ai été photographier quelques salles au Brésil, notamment dans l'État de Rio. Je crois qu'aujourd'hui, 50% des anciennes salles de cinéma de l'État de Rio sont occupées par la même église. Donc c'est vraiment l'église évangélique spécialiste de la salle de cinéma. En cas de perte de vitesse de la religion ou de l'évangélisme, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, ce n'est pas le cas au Brésil. Il faut qu'on trouve une solution de... Oui, non, pas non plus aux États-Unis. Il faut qu'on trouve une solution de rechange. Donc, je fais un appel au peuple pour trouver qu'est-ce qu'on va faire après le bingo et l'église évangélique. Le théâtre, ça serait la bonne solution, mais ce n'est pas toujours facile. Je continue. Tu me dis quand tu veux t'arrêter. Alors, celle-là, quand je faisais ces recherches, j'avais obtenu un financement pour aller me balader aux États-Unis, photographier les salles, à Chicago, qui est espèce de paradis des vieilles salles de cinéma. Mais j'étais également allé, en effet, à Auckland, voir cette salle qui n'était pas dans un état aussi fabuleux que celui-là. Donc, il y a aux États-Unis un mouvement, et puis il y a de l'argent pour maintenir les salles en état et en restaurer certaines et qui en font des théâtres. Mais celle-ci, je crois, le Paramount d'Auckland, en fait, est devenue une salle municipale. Oui. Donc, ils ont transformé complètement. Maintenant, elle est juste énorme, cette salle, mais elle a été transformée aussi. Il y a beaucoup de concerts de musique classique qui se passent. Mais ils ont gardé quand même la volonté de maintenir la fonction première du lieu en projetant des films du patrimoine. Là, par exemple, il y a le Faucon maltais qui est projeté. Il faut reconnaître que tes photos ont une humanité, une douceur, parfois même un mystère que la chambre ne confère pas, systématiquement. Ouais. Et donc, c'est les vertus de tes images, c'est que parfois on est dans la splendeur hiératique, au fond, qui est propre à d'ailleurs la volonté qu'avaient les propriétaires de ces salles de se présenter, hein, et donc les grandes chaînes de la Fox, ça fait énormément de salles aux États-Unis. C'est vraiment une espèce d'étalage narcissique, on pourrait dire. Mais tes images, à certains moments, et on va voir dans la suivante, voilà, comme ça, montrent beaucoup plus le caractère humain, urbain, avec la rue, et puis cette espèce de lumière d'attente qui existe beaucoup dans... Alors, je ne sais pas si c'est en Californie ou au Texas, mais enfin, ça c'est en Californie. C'est en Californie. Il y a une lumière incroyable en Californie, et ça veut dire que ça rend possible... Alors, on connaît bien la photo californienne, enfin, les Américains qui ont fait des photos en Californie se sont servis de cette lumière, mais avec les cinémas, ça ajoute une dimension, évidemment,
magnifiques. On a des, c'est pas le cas ici, mais il y a des salles complètement abandonnées qui sont fermées depuis des années dans des petits bleds aux États-Unis et qui sont des merveilles comme ça surprenantes au milieu de rien. Mais c'est vrai que ces architectures sont quand même très attirantes pour le photographe. C'est-à-dire qu'elles se doivent d'être belles, en fait, dès le trottoir, en fait, hein, parce que tout passant peut devenir un client de la salle. Alors, il y a un mouvement aux États-Unis pour essayer de les préserver, mais comme ils n'ont pas l'argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils la peignent, la salle est peinte, elle est entretenue, elle est fermée, ça peut durer des années, jusqu'au jour où ils espèrent trouver les moyens qu'une association la reprenne pour faire un théâtre. Un peu comme un décor de cinéma, en fait. Oui, ça devient comme un décor de cinéma, et c'est figé. Et ça, alors évidemment, c'est un bonheur pour les photographes, parce que c'est vide, c'est un peu comme ça, voilà. On ne sait pas trop si ça fonctionne pas, si ça a été... Il y a toujours un doute, en fait. Chaque fois que les gens voient cette image, par exemple, ils se disent, mais est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Eh bien, si ce driving de Santa Barbara fonctionne encore. Il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent aux États-Unis. Et bon, évidemment, là, on est dans un truc complètement délirant. C'est la plus grande salle d'Asie, je crois, le Raj Mandir de Jaipur, qui est assez récente, hein, celle-ci, hein, qui a été construite dans les années 74, 75. Ah, oui. Oui, alors en Inde, il y a évidemment une pratique du cinéma, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai découvert ça récemment avec un autre travail que j'ai accompagné. C'est qu'en effet, il y a une ferveur hallucinante. Je veux dire, la Mecque est lourde, c'est désert à côté, c'est le calme absolu. Parce que là, on est dans des passions pour des stars du cinéma indien qui déchaînent les... Et puis, en Inde, il y a des gens qui dorment dans la salle toute la journée. Enfin, voilà, il n'y a pas que... Non, mais c'est des endroits qui sont complètement incroyables d'avoir vu ça. Et surtout, mais même là-bas, hein, quand même, il y a aussi des salles qui ferment. Il y a aussi des salles qui ferment. Malgré la faveur, malgré tout ça, on sent que quand même partout, un peu... et c'est ça que je disais aussi sur la rive sud de la Méditerranée, c'est qu'il y a vraiment... même là-bas, en fait, les gens, les propriétaires de salles, il n'y a pas de souci pour les ouvrir. Ils sont très contents que je vienne. Et ils m'aident à photographier ça, en fait. Il y a vraiment une conscience quand même de ces architectures en sursis. Alors évidemment, en Inde, ça reste, il y a une énorme ferveur, mais il y a quand même de plus en plus, un peu partout dans le monde, cette conscience-là. Alors, oui. Pour ça, c'est magnifique. Alors voilà, j'ai une salle verte. Est-ce que tu as vu une autre salle verte ailleurs? Toi, tu en connais beaucoup plus que moi. Je ne me souviens pas. Non, je sais. Non, c'est pas fréquent. Ben non, c'est pas la couleur du spectacle. C'est le rouge, le spectacle. Mais celle-là est dans un état absolument magnifique. Alors, on ne sait pas si elle est dans un état... C'est ça le génie de la photographie, c'est qu'on ne sait pas si la salle est dans cet état-là, apparemment, ou si c'est la qualité de la photo qui cache les petites misères. Ça arrive. La salle est en état. Elle compte à peu près 1200 places, je crois, d'après mon souvenir. C'est le Raj Mandir, celle dont on voyait la façade auparavant. Et voilà, mais c'est une architecture complètement démente, meringuée, on dirait un gros gâteau, quoi. Oui. Bon, est-ce que le verre est appétissant? C'est un peu la question. Pistache. Bon, mais moi, j'aime bien aussi photographier ces petites salles un peu qui ne payent pas de mine, en fait, aussi. J'aime bien ça. Là, on est en République tchèque. C'est surtout voilà, un immeuble banal, les voitures devant, et puis il y a le mot, il y a l'enseigne. L'enseigne est les enseignes de cinéma sont historiquement, et surtout à partir des années 20 et 30, évidemment s'inspirent des styles en vigueur à cette époque-là. Et donc il y a un vocabulaire de la typographie des cinémas, d'abord par le côté concis, Oco, Vox, Rex, etc. Mais il y a une richesse de la typographie qui est frappante, qui existe encore, alors qu'aujourd'hui, la typographie commerciale est d'une pauvreté, mais effarante, quoi, je veux dire. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'inventions quand même au niveau des noms. Il y a le cinéma Rio, le cinéma Vox, le Rialto. Il y a beaucoup de noms, mais il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent tout le temps, quoi. Il y en a qui reviennent, mais immédiatement. Ils sont nés du music-hall, les cinémas. Donc, en effet, ils ont repris les noms des music-halls de la fin du 19e siècle. Le modèle français s'est reporté aux États-Unis, en Angleterre, et ensuite, le modèle américain d'Hollywood s'est imposé partout dans le monde. Et donc, ces cinémas indiens ou australiens sont copiés sur le mode d'Hollywood.
avec des adaptations et puis de temps en temps des folies qui donnent la diversité de la chose. Mais là, par exemple, pour moi, ça, c'était une folie quand même de construire une salle de cinéma comme ça sur le toit d'un immeuble, d'un des immeubles de centre-ville. Enfin, les exploitants n'ont pas peur de faire des folies en général. Enfin, à cette époque-là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus prudent. Bon, là, là, on voit une chose, c'est la persistance de la marquise. Alors aujourd'hui, on a des complexes avec une façade remplie d'une douzaine d'affiches, c'est tout à fait passionnant. Donc il y a une pauvreté du complexe parisien, par exemple, enfin, en général en Europe, alors que là, on voit bien qu'on a des affiches peintes, qui a été une longue tradition. Publi-Décor à Paris faisait des affiches, et il y a des persistances. C'est un exemple comme ça de la persistance de la toile peinte, qui évidemment donne de la magie et à un lieu qui, au fond, est dans un immeuble, donc de jour, il y a peut-être un peu moins. Mais ça, c'était l'une des salles de la Metro-Goldwyn-Mayer, en fait, au Caire. Et donc ça, c'était un énorme temple du cinéma qui, aujourd'hui, est divisé en 3 ou 4 salles. Et voilà. Alors le problème, c'est que quand ils les divisent, évidemment, ils éliminent ça et ils ne comprennent pas qu'à la limite, ils pourraient très bien indiquer les noms des films et en privilégier 4, qui sont les films majeurs, et conserver cette folie. Je pense qu'ils en sont conscients aujourd'hui. Il y a peut-être un tournant. Mais au moment du déferlement des complexes, quand je sortais mon bouquin et j'allais voir Jean-Charles Edline, qui dirigeait l'UGC, en lui disant « il faut sauver les cinémas », il était tout à fait de mon avis. Il m'a dit « vous avez tout à fait raison, mais je ne le ferai pas ». Je vais continuer à faire des complexes. Alors aujourd'hui, on a amélioré les multiplexes sur le plan esthétique, hein, mais au début des années 80, c'était quand même le massacre généralisé. Tu me dis hein, quand je m'arrête. Alors ça, c'est magnifique. Hein, voilà, ça, c'est les vertus de la chambre, j'imagine, parce qu'on a tout, quoi. On a le ciel. Alors le ciel au-dessus, c'est pas le ciel, si c'est en plein air, c'est le ciel qu'on voit. Oui, oui, bien sûr. Alors il est de la même couleur que le hall. Et à côté, il y a rien, il y a du béton, il y a la ville du Maghreb, voilà, c'est pareil à Beyrouth, choses comme ça. Cette espèce de côté abandonné, présence du béton, et en même temps cette entrée. Et cette entrée, elle est formidable parce que ça, c'est toute une idéologie des architectes de cinéma, et notamment des fameux cinéaques en France, c'est qu'il faut que le spectateur rentre dans la salle sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il rentre dans un endroit qui l'attire, parce qu'il y a de la lumière, il y a des affiches, il y a des photos, il y a un peu de monde, et il rentre petit à petit. Et donc, ce principe de boyau qui vous absorbe rendait évidemment le public presque... Ils étaient absorbés par ça, et ça faisait marcher la salle comme ça. Et donc, d'autres architectes ont emprunté ce système, qui existe d'ailleurs dans certaines salles parisiennes encore. Il y a des salles très ouvertes, comme ça, on voit tout le hall, et on devine que si on pousse la porte du fond, on va se retrouver dans la salle. Et là aussi, ils ont rajouté, le propriétaire de la salle a rajouté aussi le fait de mettre le film Casablanca, et on est à Casablanca, donc il le joue quand même très cliché. Alors ça, en effet, c'est un excellent exemple de l'utilisation des coins de rue. La salle se met à l'endroit, il y en a 2 de suite qui vont jouer de la magnificence. Alors c'est l'architecture immobilière classique, et puis on crée un post-art déco dans l'angle, et là, ça dit tout ça. À la limite, il n'y a même plus besoin d'enseigne. On comprend que là, il se passe quelque chose. Il y a le boyau en dessous. L'enseigne est assez petite. Et cette rue, en fait, il y avait... là, on est à Tanger. Et en fait, c'est une rue qui comportait au moins 5 ou 6 cinémas, l'une à la suite de l'autre, quoi. C'était en fait les salles de cinéma, comme ça, si elles se regroupaient, c'était un peu l'ancêtre du multiplex, en fait, quand on arrivait. Alors, il y avait les quartiers de cinéma comme il y a les quartiers de théâtre, mais ce qui est ce qu'on voit là, c'est qu'on est à Tanger. Bon, je ne sais pas de quand date cette salle, elle est des années 30, j'imagine. Oui, je pense 30, ouais. Mais on voit bien que le modèle hollywoodien, puisqu'il est puissant, là, se répand dans le monde entier. Ça va de l'Afrique du Nord, l'Australie, partout, on a la même chose. Et donc, on copie quelque chose avec plus ou moins de bonheur. Mais en effet, on comprend que là-dessous, encore une fois, il y a le trou en bas, c'est la salle. Donc, on ne voit plus l'enseigne, mais c'est un salle de cinéma. C'est pour ça qu'il y a une résistance assez, à la fois pathétique et un peu humoristique. C'est qu'au fond, là, comme il n'y a pas la possibilité d'en faire un Walmart ou un magasin, comme ça on le fait en Espagne, ils ont fait des magasins magnifiques dans les salles de cinéma. Alors c'est triste,
mais certains ont gardé presque le décor de la salle pour vendre des vêtements. Mais il y a un marchand de chaussures là, à Barbès qui s'appelle le Cata Cinéma et qui a gardé en fait tout le... Bah, le Barbès Palace est devenu un marchand de chaussures. Ouais. Moi, ça, c'est une image que j'aime beaucoup parce que vraiment, cette présence de l'écran là qui s'estompe avec le temps, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et puis ce rapport là entre le minaret et l'écran, entre Dieu et le film, quoi, et le récit en fait. Alors beaucoup de salles sont devenues des parkings. À Pittsburgh, il y a des salles gigantesques comme ça. La salle est presque préservée, enfin le décor est un peu préservé, mais dans la salle même, c'est un parking. Donc c'est ce côté complètement étrange comme ça de la conservation et à l'économie aussi. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de travaux. Bon, dans les architectures, je trouve quand même du Liban étaient très différentes des autres pays de la rive sud de la Méditerranée. Elles sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus modernes et beaucoup plus modernes en fait. Enfin ça c'est magnifique. C'est du post-art déco. C'est très beau. Il en existe pas mal dans le monde qui ont cet esprit-là. Alors celle-là, elle est fermée, je crois. Oui, elle est fermée. Ouais. Alors voilà, ça c'est aussi symbole de quelque chose qui est en entre-deux. En général, un endroit fermé, soit il se décrépit, soit il est recyclé, soit il est squatté. Alors il y en a beaucoup qui sont squattés. Il y a des endroits partout dans le monde où les gens occupent les salles. Mais presque toujours, on sait qu'il y avait un cinéma. Et là, ça c'est frappant de voir que c'est presque entretenu, quoi. Au fond, on se dit, il y a quelqu'un qui vient passer la... En fait, dans ces pays-là, il y a toujours un gardien. Ouais. Il y a toujours un gardien qui est là pour surveiller le lieu, pour justement, j'imagine, éviter les squats. Et donc, je pense que dans les fonctions du gardiennage, il y a aussi une fonction de nettoyer, de maintenir en... Donc, on pourrait penser un jour qu'avec un peu d'espoir, ça redevienne un lieu culturel, disons, sinon un cinéma. Ouais. Alors voilà, toujours le génie d'utilisation de l'angle. C'est un quartier pas riche du tout, les bâtiments sont bas, c'est de la construction de qualité moyenne, mais il y a quand même un exploitant qui s'est dit, bon, alors moi je vais... Mais là, on est en tout centre, vraiment en très centre-ville de Tunis, juste à côté. Là, je suis juste à 50 mètres de l'avenue Habib Bourguiba, qui est vraiment l'artère principale. Mais c'est vrai que l'architecture de ce quartier-là est assez sommaire, quoi. Moi, j'ai mis cette image-là parce que c'est plus ces deux jeunes Tunisiens là, qui essayent de rouvrir leur salle de cinéma. J'ai trouvé que c'était un beau geste. Voilà. C'est un clin d'œil au début du cinéma, lorsque en première partie, il y avait une séquence de musical et de chansons avant que le film commence. Donc là, il y a une scène. Ils ont raison. Ils résistent. Alors, quand je suis allé dans cette petite ville du nord de la Tunisie, là, Menzeg Bourguiba, et que j'ai vu ce bâtiment-là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose un peu du fantôme du cinéma qui est là-dedans, quoi. Enfin, je sais pas. Ce qui est très étonnant, dans ces architectures quand je les photographie, c'est le rapport en fait où le spectateur regarde ça et se reprojette dedans et se rappelle d'une salle. C'est là où je trouve qu'il y a une association entre le document et la fiction en fait aussi oui. dans ce travail-là. Mais alors ça, c'est tout à fait frappant d'une situation qui existe dans toute la France. C'est qu'il y a beaucoup de salles qui sont fermées parfois depuis 30 ans. Et il reste un pignon, il reste une enseigne. Puis c'est devenu autre chose, un magasin de nourriture, un entrepôt et tout. Mais et parfois, il y a même l'enseigne marquée Eldorado, Excelsior ou Cinévogue. Et donc, vous baladez dans une petite ville ou dans une ville importante, mais dans un quartier périphérique. Et là, quand vous êtes là, vous pouvez dire que là, il y avait un cinéma. Il n'y a pas un patrimoine au monde, il n'y a pas une fonction de commerce au monde qui peut se vanter de pouvoir se perpétuer de cette façon-là. Parce que la plupart des commerces, quand ils changent, on change l'enseigne, etc. Et puis s'ils se dégradent, eh ben, on les fiche par terre ou en tout cas ça disparaît. Alors que là, je connais j'ai vu des images de salles à Uzon, en Forez ou dans un endroit comme ça, où la salle est fermée depuis 25 ans, mais il y a toujours marqué cinéma. Et donc, c'est comme s'il y avait toujours l'espoir que ça revienne. Ça ne reviendra pas, mais c'est comme si Louis Lumière était là en disant « Attendez, c'est pas fini. » Voilà. C'est très étonnant. Et c'est pareil là, il n'y a pas marqué cinéma. Bon, peut-être que les gens diraient que c'est un cinéma qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes, mais c'est un peu plus subtil là, on n'est pas trop sûr. Hein. Mais
c'est magnifique. Puis il y a un petit monsieur en bas qui a l'air de veiller. Mais tout de suite, en fait, en Algérie, dès que je recherchais ce cinéma-là, tout le monde, enfin, ça dépend de la classe d'homme, non, mais tout le monde, en fait. Je pense que ce qui est fort dans ces pays-là, en fait, c'est que le cinéma, le nom du cinéma, donne le nom parfois au quartier même. Ouais. C'est le genre d'endroit où, d'un coup, il y a une espèce de situation d'attente. Là, on a l'impression que tout est en attente, tout est figé, tout est arrêté. Et c'est pris à la chance. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, ça donne évidemment une qualité plastique qui n'est plus du reportage, et c'est absolument magnifique. La lumière, tout est. Il faudrait être sur place pour se rendre compte du travail que ça représente de capter. Mais là, je suis retourné au moins 5 ou 6 fois. Parce que la lumière était très compliquée, et c'était exposé nord, enfin bon, c'était très compliqué. Ça fait partie de la traque, c'est-à-dire qu'on est dans des quartiers périphériques, il faut prendre un taxi, ou, etc., il faut trouver un moyen de transport, on arrive, il se met à pleuvoir, bon... enfin, pas trop en Algérie, mais c'était plus des problèmes de lumière. Problèmes de lumière, ça revient au même. Mais ça, par exemple, dès que j'ai vu ça, juste à côté de là, on est derrière la mairie d'Oran, et c'est vrai que quand on voit ce genre de façade, moi, ça me... Enfin, voilà, je garde une excitation, mais tout à fait intacte, en fait. Ça, c'est en effet très intéressant, parce que c'est une version raccourcie de l'architecture de théâtre, puisqu'on a, en quelque sorte, la mezzanine au-dessus, qui est un peu plus haut, qui montre, il y a un hall d'accueil, donc c'est l'héritage du théâtre. Et au-dessus, la partie rayée, on pourrait imaginer que c'est la salle de projection. Alors, elle est derrière. Donc, il y a l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Alors, écoute, je te dois m'avoir un peu réveillé, parce que j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu abandonné ça. Le cinéma, ma passion du cinéma, elle est née à 5 mètres à droite, dans cette salle où je venais... user mes fonds de pantalon à la Cinémathèque, et où je me souviens, je suis assez ému d'être à la place d'Henri Langlois, nous tenant des discours sur le prochain film qu'on allait voir. Et donc de revenir dans cette salle est émouvant, mais en même temps, c'est les circonstances qui m'ont fait m'intéresser à ce sujet, comme j'ai raconté tout à l'heure. Et c'est un patrimoine qui est unique. Alors, je dois être en train de radoter parce que j'ai déjà dû le dire avant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent. Alors, on pourrait dire que les églises, il y a des églises ou des temples partout, mais il y en a moins probablement que des cinémas. Et puis, il y a les gares aussi, mais ça a déjà été traité. Donc, c'est vrai que c'est ce qui appartient à tout le monde. Alors, ça appartient à tout le monde aussi parce que c'est une invention, comme je l'ai dit, qui était franco-anglaise, américaine, et que ce modèle-là s'est répandu partout. Mais aujourd'hui, il est récupéré, ou en tout cas, il est approprié par des civilisations différentes. Tu n'as pas photographié le cinéma forain, mais le cinéma forain a une grande tradition en Asie et en Afrique. Et il renaît parfois, et même en France. Bon. Donc, le cinéma va au-devant des gens. Donc voilà, le sujet est là, même si, avant tout, ce qui est le plus important, c'est quand même les films.